Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on revient sur cette tentative de meurtre à Montréal-Nord. On recevra également Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, avec qui on aura la chance de discuter de cette plateforme TikTok qui, divise plusieurs gouvernements à l'heure actuelle. Au sport, Gilles Courteau qui pourrait être de retour plus tôt que prévu devant la commission parlementaire pour une deuxième fois. Et finalement, sur un sujet un peu plus léger, la Californie frappée durement par une autre tempête. Juliette Babin avec vous en compagnie de Francis Rochon, Victoria Gagné et Arnaud Pelletier. Bienvenue à votre dose d'infos. Alors, j'ai mentionné d'entrée de jeu, Francis, tentative de meurtre dans l'arrondissement Montréal-Nord hier soir et un homme a été blessé. Oui, exactement. Un homme dans la vingtaine, donc, qui a été blessé par un objet tranchant, possiblement un couteau, selon les sources qu'on a obtenues. Donc, le tout s'est déroulé vers 21h20 sur l'avenue des Laurentides, près de la rue Sabrevois. L'homme a été gravement blessé. Donc, une fois que les autorités sont arrivées sur place, on a pris soin de l'homme en question. On l'a ensuite transporté à l'hôpital. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'homme est maintenant dans un état stable, donc, et il est donc pas dans un état critique. Et malgré tout ça, pas d'arrestation pour le moment, toujours un suspect recherché? Non, exactement, Juliette, puisque les deux suspects en question ont pris la fuite à pied suite à l'agression. Donc, l'enquête qui est présentement en cours là, pour essayer de retrouver ces deux suspects. On a envoyé l'escouade canine sur place pour tenter de trouver des preuves de ce qui s'est passé. Et on va parler aussi à plusieurs témoins qui pourront peut-être mettre la lumière sur cette histoire. Et pour l'instant, là, toujours aucune idée s'il y a un lien entre la victime et les deux suspects. Sur un autre sujet maintenant, donc on a appris qu'il y avait un vol. Il y a eu un vol plutôt qualifié hier dans Rivière-des-Prairies. Oui, exactement. L'individu qui s'est pointé dans l'institution financière armée, possiblement d'une arme à feu, selon les témoignages reçus par le service de police de la Ville de Montréal. L'établissement en question se situe sur le boulevard Maurice-Duplessis, à l'intersection de l'avenue Gigi-Joubert. Donc, le suspect qui est entré dans l'institution financière et a volé une somme d'argent pour ensuite prendre la fuite par véhicule. Donc, on ne rapporte aucun blessé, mais aucune arrestation non plus. Donc là, l'enquête qui est dirigée présentement par la section des crimes majeurs du SPVM. Reste à voir si on pourra retrouver le suspect en question. Mais tu l'as mentionné, aucun blessé dans cette affaire, donc c'est la bonne nouvelle. Ouais. Évidemment, il y aura un suivi sur ces deux affaires. Merci beaucoup, Francis. Merci. Parlons maintenant de cette application TikTok, qui semble tout à fait banale, mais dont il y a plusieurs jeunes qui l'utilisent, bien évidemment. Et finalement, il y aurait peut-être quelques faces cachées à tout ça. Donc, on se rend compte que cette application cache peut-être certains aspects un peu plus négatifs. Et pour en discuter, on reçoit Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Monsieur Laliberté, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, Mme Babin. Bonjour. Alors, d'abord, les États-Unis ont décidé cette semaine, vous le savez sans doute, d'interdire à ses fonctionnaires l'utilisation de la plateforme TikTok. Quelle est la raison? Quelles sont plutôt les raisons? Quelles sont les craintes de la Maison-Blanche par rapport à cette application chinoise? C'est un dossier qui est particulièrement intéressant parce qu'on a plein de plateformes, on le sait aujourd'hui. Pourquoi ne pas sévir contre Facebook, Instagram ou Twitter, par exemple? Deux ou trois choses, deux ou trois points à faire ressortir. D'abord, bien sûr, c'est une propriété chinoise, c'est-à-dire que la version qu'on a ici, TikTok, est rattachée à une maison mère chinoise qui, elle, peut, si on le lui demande, rendre des comptes au gouvernement chinois. Donc, on le sait, sur la planète, on le voit dans le cas du dossier ukrainien, entre la Chine et les États-Unis, il y a une tension qui est à la fois perceptible en diplomatie, mais à la fois perceptible au plan économique. Comme on a multiplié du côté de la Chine, et les Américains ne sont pas exempts de ça, ils font la même chose, comme on a multiplié les tentatives d'espionnage ou d'interférence même dans le processus électoral, c'est un peu normal que les États-Unis cherchent à se protéger. Là où ça devient un petit peu plus troublant pour les utilisateurs comme vous et moi, probablement qui avons ça sur nos téléphones, c'est est-ce que nous mettons notre sécurité en jeu en divulguant des informations sur TikTok? Il y a relativement peu de chances que vous et moi fournissions au gouvernement chinois éventuellement de quoi nuire au gouvernement américain ou encore, dans notre cas, au gouvernement canadien. Alors, ça devient intéressant de voir qu'on se retrouve dans une forme de guerre froide 2.0. Là où avant, on opposait soviétique et américain, cette fois-ci, on oppose Chine à États-Unis. Et faut-il rappeler, pour le bénéfice des téléspectateurs, nous fournissons une foule de données sur l'ensemble des plateformes.
c'est TikTok qu'on choisit de mettre de côté et ce le serait cette fois-ci pour l'ensemble de la population. Bon, c'est qu'Ottawa et Québec ont également décidé d'emboîter le pas assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que d'autres gouvernements fassent la même chose au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines? Ce serait intéressant à surveiller. C'est une excellente question pour relancer parce que on le voit sur la scène internationale. Les Américains, sous M. Biden, disent America is back. Nous sommes de retour. On a pris le leadership de grandes coalitions. On a refait les ponts avec l'Europe, avec l'OTAN. Avec le Canada sur la scène internationale, on est devenu quasi indissociable. Dès que M. Biden ou que le gouvernement américain s'exprime, on voit M. Trudeau qui emboîte le pas. Je ne serais pas étonné de voir d'autres pays faire le même jeu que ce que font actuellement les Américains. Donc, c'est à suivre. Merci beaucoup, M. Laliberté. Fort intéressant comme entrevue. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une bonne journée. Au revoir. Maintenant, on s'en va au sport, la Minute sportive avec Arnaud. Donc, le dossier des inconduites sexuelles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui continue de faire jaser. Oui, exactement. Le gros dossier alentour de toutes ces initiations dans le hockey junior québécois qui fait jaser. Hein. On sait que François Legault hier en a parlé dans sa conférence de presse et a affirmé avoir pleinement confiance en la qualité de gestion du commissaire Courteau, mais qui dit être très, très concerné par ce dossier-là, mais surtout inquiet. Il a aussi ajouté vouloir peut-être le retour de M. Courteau devant l'Assemblée nationale sur une commission parlementaire. Bon, cette commission parlementaire n'est pas encore confirmée, mais si jamais elle devait avoir lieu, à quoi on pourrait s'attendre? Écoute, on ne s'attend pas à quelque chose de nouveau. Le sujet a vraiment été traité de long et en large la première fois, mais ce serait une occasion pour M. Courteau peut-être de se défendre et peut-être aussi de préciser certains points. On sait qu'il a été attaqué par Québec solidaire et le gouvernement libéral qui l'ont même accusé de parjure la première fois. Donc, il y a peut-être une occasion de rectifier le tir pour M. Courteau. Alors, on va surveiller ça de très près. Et aujourd'hui, pour ton podium de la semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé? Pour le petit podium de la semaine, aujourd'hui, on va parler de hockey. Sur la troisième marche du podium, j'ai accordé cette position-là à Kent Hughes, le directeur gérant du Canadien de Montréal, qui a eu une journée assez mollo hier. D'habitude, la date limite des transactions, c'est assez intense pour les directeurs gérants, mais là, ça a été moins le cas. Seulement 2 petites transactions qui ne touchent pas réellement l'alignement partant du Canadien. Donc, une journée assez tranquille par rapport à l'habitude. Sur la deuxième marche du podium, c'est Connor Bedard, la jeune sensation qui est pressentie pour être le premier choix au total de la Ligue nationale de hockey cet été, qui a amassé 4 buts et 1 passe dans son match d'hier. Ça lui fait maintenant 119 points en 46 parties seulement. C'est très, très impressionnant. La routine. La routine. Oui, voilà. Mais un si jeune âge également, il y a 18 ans. Exactement. Ouais, voilà. C'est vraiment un jeune prodige. Donc, il sera surveillé dans les prochaines années, évidemment. Et sur la première marche du podium, une belle histoire. Je l'accorde à Jonathan Drouin, qui a marqué son premier but depuis un long moment hier dans la défaite du Canadien face aux Ducks. Mais c'était son premier but depuis le 1er janvier 2022, au-dessus de 1 an sans marquer. C'est assez une bonne disette en espérant que ce but-là peut-être va le faire débloquer pour une belle fin de saison. Merci beaucoup, Arnaud. Au boss du web, maintenant, avec Victoria, on l'a vu à l'extérieur ce matin, hein, une belle neige qui tombe sur la métropole, mais vraiment rien de comparable à ce qui se passe présentement en Californie. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une tempête. On a l'impression que ça ne va jamais finir. Non, Juliette. Puis on peut suivre les développements de cette fameuse tempête via le compte Instagram, TikTok de Hilton Family. Dans ces vidéos, on peut vraiment voir l'immensité de la tempête qui règne sur la Californie. On peut voir la quantité de neige aussi qui est tombée. Une quantité assez impressionnante. Même que si, disons, tu décidais de sortir de chez toi sans pantalon, Juliette, une journée, je pense pas que personne pourrait le remarquer. Un petit camouflage. Un petit camouflage, la neige qui vient en haut de la taille. Donc, vraiment, le bas du corps est tout camouflé. On peut vraiment rien voir. As-tu l'habitude de faire ça? Tous les jours. Tous les jours, vraiment. Tous les jours. En même temps, c'est quand même la nouvelle tendance mode, la nouvelle tendance qui est sans pantalon. Donc, on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait arriver. Mais pour revenir un peu plus sérieusement, c'est quand même une bonne nouvelle pour la Californie parce que cette neige signifie que c'est la première fois depuis plusieurs années que plus de la moitié de l'État n'est plus en situation de sécheresse. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle vu que c'était quand même une situation assez préoccupante. Sinon, ça a quand même demandé plusieurs adaptations parce qu'il y a eu plusieurs blocages routiers. Les policiers qui ont dû troquer leur bonne vieille voiture pour des motoneiges. Habituel, hein, dans ce coin-là. Habituel. Disons, ça fait un peu changement de voir des policiers à cheval ou encore à vélo.
Sinon aussi, ce sont environ 100 000 domiciles qui ont manqué d'électricité ce mercredi et qui pourraient encore en manquer. La tempête qui devrait se poursuivre jusqu'au 6 mars prochain. Et finalement, c'est quand même plusieurs milliers de personnes qui ont été isolées dans leur maison pendant une couple de jours. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas de bottes de neige ou... Non, ça, ils sont quand même bons là-dessus parce que la région est quand même habituée à avoir un peu de neige parce que la région Jamais a autant, reçu par contre. de la neige. Non, jamais autant, C'est c'est important, sûr. ouais. C'est une petite quantité parce que c'est dans les montagnes, donc d'habitude, on reçoit une petite fine neige, mais là, c'était des mètres de neige, donc ça fait vraiment différent de d'habitude. Mais c'est ça, la neige qui montait tellement haut que personne n'était capable de sortir de chez soi. Et justement, on a une petite pensée pour les couples qui font maison à part parce qu'eux ne pouvaient pas se voir pendant plusieurs jours. Les déplacements étaient difficiles, j'imagine. Oui, c'est assez difficile, mais parfois, ça fait du bien aussi de ne pas voir son petite être pause. aimé. Ça fait une petite pause. Merci beaucoup, Victoria, pour ces Ça fait informations. plaisir. On passe maintenant au segment Table ronde où les journalistes et moi-même, on vous analyse un sujet d'actualité. Et cette semaine, on vous parle encore une fois de pénurie de main-d'œuvre, le recrutement qui est parfois complexe pour les entreprises québécoises. Et cette situation-là amène des adolescents de plus en plus jeunes, heureusement ou malheureusement, tout dépendant des situations, à joindre le marché du travail à ces jeunes. Exactement, Juliette, puisque la grande disponibilité d'emploi va pousser les jeunes à aller travailler à un plus jeune âge, justement. Et les employeurs, eux, les accueillent à bras ouverts. On n'a pas d'autre monde, donc on accueille ces jeunes-là. Ça, c'est une situation, toutefois, qui inquiète les directions d'école, puisque, comme le mentionne le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, un jeune qui, par exemple, va aller travailler jusqu'à 22-23 heures le soir à son boulot, bien, le lendemain, il va être moins attentif à l'école. C'est normal. Moi, je pense à mon expérience personnelle. Une fois que je suis arrivé au cégep, j'ai commencé à travailler plus tard le soir. J'ai plusieurs chiffres de nuit. Donc, ça fait en sorte que j'étais moins motivé à l'école parfois. La fatigue me rattrapait. Donc, je comprends l'inquiétude des écoles par rapport à ça. Mais toutes les situations sont différentes parce que, oui, parfois, ça peut être super intéressant à un jeune âge de gagner sa propre argent, surtout vers 12-13 ans, on commence à aimer ça. Donc, c'est sûr que c'est tentant parfois peut-être pour des jeunes de laisser l'école de côté pour aller sur le marché du travail. Mais par contre, Victoria, il y a des entreprises qui, elles, développent des initiatives pour encourager les jeunes à poursuivre leur étude. Justement, c'est le cas de l'entreprise de transformation de bois Industrie PF à Saint-Martin-de-Beauce, dans les Chaudières-Appalaches, qui offre des bourses aux travailleurs qui obtiennent un diplôme à la Polyvalente Bélanger, qui est la Polyvalente Bélanger, la seule école secondaire du village. Donc, c'est une mesure qui, justement, évite ce décrochage scolaire et qui assure en partie l'avenir de ces travailleurs qui peuvent aussi suspendre leur emploi lorsque ça devient trop chargé à l'école et qui n'ont aucun nombre minimal d'heures de travail à exiger lors de la semaine par l'employeur. Donc ça, c'est quand même une mesure qui est parfois bénéfique pour les jeunes qui, justement, choisissent en fonction de leurs horaires et qui n'ont pas besoin de s'ajuster à accomplir le 8 heures habituellement minimum au travail exigé. Justement, tantôt, je voyais une histoire de nos collègues du Journal de Montréal qui disait qu'il y a un jeune garçon de 13 ans qui, lui, a décidé par ses propres moyens d'aller sur le marché du travail parce que l'école, c'était pas nécessairement pour lui. Puis il disait que ça allait énormément à développer plusieurs compétences, comme tu l'as mentionné, entre autres sa maturité, développer des compétences financières qui parfois est un peu plus dur à aller chercher à un jeune âge. Ouais. Exactement. Le travail à un jeune âge, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut l'exécuter d'une bonne façon. Tu sais, ça a plusieurs avantages. Un avantage monétaire, évidemment. Un avantage aussi, ça responsabilise le jeune. Et aussi, ça lui donne le sens de responsabilité. Donc, il y a plusieurs avantages qu'on peut tirer de ce genre de situation-là. Mais il faut que ce soit fait d'une bonne façon. On s'entend que travailler dans un camp de jour, l'été, c'est pas la même réalité que de faire un quart de soir dans un restaurant de restauration rapide. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et il faut juste pas pousser le bouchon un peu trop loin. Voilà. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, un cas d'adaptation. Puis je pense que c'est de trouver un juste milieu également entre l'école, le travail. On l'a dit, toutes les situations sont différentes. En terminant, donc, c'est aujourd'hui, je vous le mentionne, que la famille et la classe politique québécoise vont plutôt rendre un dernier hommage à l'ex-ministre provinciale Nadine Giraud, on se souvient, ex-ministre de la CAQ, lors d'une cérémonie qui va se tenir à Laval
aujourd'hui. À 14 h, François Legault, donc premier ministre du Québec, va y être avec d'autres personnes de la classe politique. On se rappelle, elle est décédée à l'âge de 63 ans des suites d'un cancer du poumon le 13 février dernier. Voilà, c'est là-dessus que se complète notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Victoria Gagné, Francis Rochon et Arnaud Pelletier. On se dit à demain pour une prochaine dose d'infos. Au revoir.